Salut à tous les amis, c'est Loïc, bienvenue dans le carré. Avant de commencer, tu connais l'histoire, tu t'abonnes, tu mets la petite cloche, c'est important la petite cloche, sinon tu seras pas prévenu de toutes mes vidéos. Allez, prends soin de toi. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Dans le carré. Un nouveau numéro qui était pas prévu, on vous racontera l'histoire après, mais j'ai le plaisir, vraiment le plaisir, d'avoir monsieur Mathieu Laponte, Team Laponte avec moi. Salut Mathieu. Salut tout le monde. Bon, merci d'avoir accepté l'invitation déjà. Ah, merci à toi. Alors pourquoi je dis que c'était pas prévu? Parce qu'on se suivait, je regardais ce que tu faisais, et tu regardais ce que je faisais, etc. On se connaissait comme ça respectueusement. Il y a quelques jours, on s'est mis à discuter. Ouais. Et t'as des choses mais très très intéressantes. T'as un parcours passionnant à raconter. T'as des idées novatrices et j'ai très envie que vous les découvriez pendant cette interview. Mon Mathieu, on va commencer par le commencement, par la vie avant le poker. Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter c'est qui Mathieu avant le poker? Moi, je m'appelle Mathieu, dont mon pseudo, du coup, c'est Laponte. J'ai 24 ans, bientôt 25, dans 3 jours. Alors, on tourne la vidéo le 28 janvier. Avant le milieu du poker, j'étais dans le milieu du foot, que la plupart maintenant, ceux qui suivent de la communauté savent. J'ai commencé le foot à l'âge de 6-7 ans et dès l'âge de 9-10 ans, j'ai rejoint le Stade Malherbe de Caen. Voilà, donc moi, je suis issu de la région de Basse-Normandie et du coup, j'ai intégré ce club-là à cet âge-là à peu près et je suis rentré au centre de formation vers l'âge de 12-13 ans. Voilà, parce qu'à l'époque, mes parents ne pouvaient pas faire les allers-retours. Dès l'âge de 13-14 ans, on a 3-4 entraînements par semaine. Du coup, ils ne pouvaient pas faire les allers-retours avec l'école, etc. Du coup, j'ai dormi des stages là au centre de formation là-bas. Et j'ai fait toutes mes classes là-bas jusqu'à à peu près l'âge de 18-19 ans. Voilà, et puis euh, j'ai eu une maladie de croissance en fait vers l'âge de 17-18 ans où j'ai grandi trop vite pendant une période et du coup ça m'a freiné dans ma carrière entre guillemets de footballeur, mais j'ai passé pas mal d'années à découvrir le foot de haut niveau et puis ce qu'il fallait faire pour accéder tout là-haut, en ayant aussi des personnes de ma génération qui actuellement sont passées pro. Je pense notamment à Jesse Deminguet qui avait un an de moins que moi, qui maintenant est milieu de terrain, capitaine au Stade Malherbe de Caen et qui lui déjà joué surclassé avec nous. J'ai vu Thomas Lemar au passé au centre de formation qui maintenant est champion du monde, Mbaye Nyang, il y en a plein qui sont passés par le stade et qui ont eu des grosses carrières, même Raphaël Guerreiro qui est l'arrière gauche de Cristiano Ronaldo. Moi je le voyais, il avait 16-17 ans. Et du coup, j'ai directement pris du recul sur la situation quand j'ai quitté le Stade Malherbe de Caen. Donc là, je fais court hein, si tu veux que je donne un peu plus de détails sur. Ouais, Je sais parce pas que si ce ça peut qui intéresser ou m'intéresse, pas, mais c'est... donc bon, tu as ce problème de croissance, finalement, cette blessure ouais. qui peut arriver. Alors pour le coup, toi et moi, on a ce point-là en commun, c'est d'avoir fait du sport à haut niveau et d'avoir été blessé à un moment. Il y a Ouais. juste l'un de nous deux qui a moins bien vécu que l'autre l'arrêt du sport, a priori. Et ce n'est pas toi. J'ai été très vite dans les étapes. Si tu veux que je sais pas si ça peut intéresser les gens ou pas, mais si je veux être plus précis, je peux raconter un peu plus de choses. Mais Ce qui est intéressant déjà, c'est donc quand tu as ce problème physique, hmm. sans ça, est-ce que tu penses déjà que tu aurais été un joueur professionnel aujourd'hui? En fait, pour rentrer un peu plus en détail, dès l'âge de 12-13 ans, j'ai fait les championnats de France, ce qu'il y avait de meilleur dans la catégorie. Pour les 12-13 ans, on était faire le championnat de France avec le Stade Malherbe de Caen. On avait la chance que dans la région, on est le seul club pro, parce que c'était Basse-Normandie et Haute-Normandie séparés. Du coup, nous, à part les seuls clubs amateurs qui étaient en concurrence avec nous, on n'avait pas vraiment de concurrence à cet âge-là. Souvent, c'est dans ces générations-là, c'est les meilleurs qui sont au Stade Malherbe, et il y en a très peu, peut-être une ou deux individualités dans chaque club amateur qui est repéré par le club, mais la plupart sont déjà dans le club. Et du coup, on avait toujours un temps d'avance en ayant la chance d'avoir des entraîneurs qui étaient diplômés pour entraîner même des Ligues 1. Moi, j'ai eu la chance que dès l'âge de 12-13 ans, je suis entraîné par des entraîneurs qui avaient les diplômes pour entraîner bien plus haut et du coup qui géraient des 12-13 ans et aussi les U19 ou CFA2 de notre club à Stade Malherbe de Caen et du coup qui nous faisaient vraiment avoir un temps d'avance sur notre génération et nous permettaient d'accéder aux meilleures compétitions de l'époque pour notre âge. Et du coup, dès l'âge de 14-15 ans, on commençait aussi
à avoir cette catégorie qui avant s'appelait U14 fédéraux, et après ils l'ont transformé en U15 nationaux pour les meilleurs niveaux de la région, puis 17 nationaux, U19 nationaux, où là bah, tu joues Lille, Paris, PSG, mais les générations pareilles en dessous, dès l'âge de 17 ans, c'est un peu le top niveau. Pour les années. Donc moi j'ai fait ça aussi, j'ai connu aussi les gros déplacements, de faire des 2-3 heures de bus pour aller jusqu'à Lille et pas jouer, pas rentrer, être frustré, de connaître des personnes dans mon équipe qui, par exemple, il y en a un, j'aurais toujours le souvenir, qui était deuxième gardien. Ça veut dire que tous les week-ends, il faisait le voyage, il avait 9,999 chances sur 10 de ne pas jouer et il devait quand même se mettre dans la tête qu'il fallait qu'il soit prêt et tout. Enfin, je trouve ça incroyable que dès cet âge-là, on nous formate sur le fait que ça soit le foot ou rien. Et du coup, moi, j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours mis les pieds sur terre, qui m'ont toujours dit, voilà, cette année, tu y es, c'est bien, des fois, tu es surclassé, mais si tu n'y es pas l'année prochaine, c'est pas grave. Voilà, faut pas avoir d'attente, te dire demain, tu seras pro, pour que du jour au lendemain, si on sait jamais, voilà, suffit d'une blessure pour que tout s'arrête et que maintenant, tu fais quoi. Donc, Et alors toujours justement, sérieux à l'école, tout ça. justement, malheureusement, ça arrive. Ouais. Euh, comment tu le vis à ce moment-là? À quel moment tu comprends que ben, la carrière de footballeur pro, ben, ce sera pas pour toi? En fait, ça m'est arrivé vers l'âge de 16-17 ans. Pendant un match, j'ai pris un coup dans le dos. Et au début, pendant le mois qui a suivi, tous les médecins partout au centre de formation ou autre, ils m'ont tous, entre guillemets, dit que j'avais comme un lumbago aigu, les maladies qu'on peut avoir à l'âge de 80 à 90 ans. Et du coup, j'étais carrément bloqué dans le dos, j'avais du mal à marcher, etc. Mais que normalement, ça allait se remettre, tout allait bien, que ça allait être question un mois et demi max. Et puis, la douleur, elle passait pas. Je pouvais même plus aller en cours, m'asseoir. Et du coup, au bout d'un mois et demi, 2 mois, il y a comment dire, le médecin des pros directement qui est venu me voir, etc., parce qu'il n'arrivait pas à débloquer la situation. Et lui, il m'a directement détecté la maladie de Scheuermann. Donc, c'est pas une maladie que tu gardes à vie, c'est juste une maladie de croissance. Il y en a trois grandes, entre guillemets, dans le football. C'est la maladie d'Osgood, donc tu as une boule en dessous du genou quand tu fais trop de sport régulier ou que tu mélanges trop le terrain en herbe, terrain synthétique, ce qui est souvent dans les clubs pro, et du coup, le changement de terrain, ça te tire sur le genou, tu as une boule en dessous du genou, bon, tu as souvent 6 mois d'arrêt, ça peut jusqu'à 1 an. Tu as la maladie de Sever au talon, où le talon, il va te frotter, pareil, avec souvent le changement de terrain, trop de sport, etc., où ça, c'est 6 mois, 1 an. Ou la maladie de Scheuermann, c'est tu prends un coup dans le dos, et si tu veux, en fait, pour t'imager, un cartilage de croissance de l'âge de 10 ans à 20 ans, il va grandir en s'étirant comme ça. Et quand tu grandis trop peu vite, ce qui était mon cas moi à l'époque avec trop de sport intensif, ma colonne était restée comme ça. Donc j'étais très petit, très sec. Et un jour j'ai pris un coup et pam, ça s'est directement écarté. Les cartilages de croissance, en gros, ils se pètent en 1000 morceaux, s'étendent. Et du coup, tu as besoin de corser. Tu as comme un énorme lumbago, mais tout le temps que ça se referme gentiment à l'aide du corset, etc. Donc moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est comme quand on a la maladie d'Osgood ou la maladie de Sever, on prend environ 20 cm, 30 cm en très peu de temps. Et du coup, bah, toute cette période-là, tu perds en élasticité, en technique, en rapidité. Forcément, tu joues pas. Pendant que tu joues pas à cet âge-là, c'est pas les autres qui sont ouais, allez, je suis devant le but, je fais la petite passe aux copains. On a tous des contrats, certains aspirants, d'autres, comment dire, juste avant d'être pro, stagiaire pro, avec des objectifs, etc. Combien de buts, combien de passes décisives à ton poste, etc. Donc, à cet âge-là, c'est tout le monde perçoit ce qu'il y a là-haut. Il reste plus beaucoup d'étapes dès l'âge de 16-17 ans. Donc, quand tu n'es pas là, les autres qui prouvent à ta place. Toi, tu perds le rythme, c'est très dur de remonter. Moi, c'est la maladie, entre guillemets, des 3 de croissance qui est la plus longue. Donc, moi, j'ai déjà dû m'arrêter 1 an et demi, stopper net, comme ça, où je pouvais même plus faire de sport du tout. Et comme je t'ai dit, les 3-4 premiers mois, j'ai même loupé l'école, vu que je pouvais plus m'asseoir. Moi, des fois, en cours au début, je pouvais tellement pas m'asseoir que je me relevais. Les profs comprenaient pas, certains étaient plus indulgents que d'autres. Au final, des fois, il y en a qui me viraient. Du coup, la moitié de mes cours, je me finissais en permanence et je devais encore me lever. Du coup, bah, le directeur du centre L'éducation à l'époque, il nationale, m'avait dit messieurs, dames. reste chez toi. Il m'avait dit reste chez toi, c'est pas grave, repose-toi, etc. Donc, on a essayé de gérer des cours à distance. Enfin, c'était une période compliquée. Et moi, je devais même normalement le garder pour dormir. Et je pouvais pas, c'était vraiment incroyable. Du coup, moi, j'ai même eu peur en mode, voilà, je m'en fous du foot, je vais vraiment espérer que ça aille mieux. Ouais. J'avais même eu peur, une période de doute, ce qui est normal. Et du coup, à cette période-là, bah, j'ai décidé
de calmer le foot, le temps de revenir. Après, au final, le Stade Malherbe de Caen, ils m'ont dit, même si tu as fait 9-10 ans là-bas, que tu as fait les plus belles années, etc., que tes parents, même à l'époque, on avait des tournois de la région, il fallait héberger des autres joueurs, etc., même s'ils ont participé, etc., finalement, ça se finit là-dessus. Merci, au revoir. Et puis après, bon, tu as les autres clubs de la région qui veulent t'avoir dans les, comme on dit, le niveau amateur. Mais moi, ça m'intéressait pas trop. J'avais un style de jeu bien particulier où il fallait jouer à la balle avec une vision de jeu et une possession de balle, etc. Je pouvais pas jouer avec des vas-y kiki, vas-y momo, grand ballon devant. Moi, c'était pas mes caractéristiques. Donc pour jouer en niveau amateur, ça m'intéressait pas trop. Voilà. Tu t'es pas dit que tu pouvais faire ce qui arrive encore parfois, style à la Valbuena, repartir dans un club amateur, te refaire repérer ensuite par un club de Ligue 2, des choses comme ça, au bout de 2-3 ans? Ouais, j'aurais pu parce que mais c'est pas prétentieux, mais j'avais comment dire, j'avais un talent par exemple dès l'âge de 9-10 ans, je faisais genre 1000 jongles sans poser le pied par terre, tu vois, j'ai gagné des concours de jongles, j'ai gagné le trophée du meilleur joueur là-bas, le meilleur buteur là-bas. Bon, voilà, c'est pas prétentieux, mais j'ai toujours été surclassé, etc. Je faisais vraiment des choses que je pouvais pas expliquer comment je faisais. J'avais pas forcément travaillé, c'était comme on dit de l'inné. Le Mais, talent. j'avais quand même cette mentalité qu'il fallait bosser 2 fois plus que les autres, mais j'étais jamais réellement au-dessus de ma génération. Il y a des mecs de ma génération qui étaient vraiment, c'était vraiment des petits phénos pour l'époque. Ils s'étaient demandés par les plus gros clubs et maintenant ils n'ont pas percé. Et par exemple, je donnais l'exemple de Jesse Deminguet, c'est pas quelqu'un qui était toujours au-dessus du lot dans les catégories très jeunes. Plus tard, après moi je l'ai moins suivi, mais il était toujours là, toujours très bon et toujours se donnant plus que les autres parce qu'il fallait toujours qu'il prouve. Non, mais de Alors toute qu'il y façon, en a, ils étaient au-dessus et ils se laissaient relâcher et hop. c'est comme au Ils tennis, hein, perçaient ceux pas. qui sont numéro un Ouais, mondiaux juniors sont rarement ceux qui deviendront des très très bons joueurs seniors, quoi. Ça, c'est ouais, exactement. la Et vie du d'un coup, à cette sportif. période-là, quand j'ai arrêté le foot, j'ai pas continué le foot. Et puis à ce moment-là, bon, je connaissais un petit peu le poker de loin. Ouais. Je m'y suis mis tranquillement. Bon, au début, pas de manière professionnelle. En J'ai joué continuant quelques tes études à secondes. côté? Ouais, en continuant mes études à côté. Donc en fait, ce qui s'est passé, par contre, c'est qu'au niveau du Stade Malherbe de Caen, dès qu'on est très jeune, je l'ai dit tout à l'heure en intro, mais dès l'âge de 13-14 ans, on doit être dans des collèges ou des lycées qui sont en horaire aménagé. Parce qu'on a 2 entraînements par jour, donc il faut être en lycée et faire moins d'heures que les autres. Donc quand on a la cantine En de payer, enfin, sport-études, ça s'appelle. Je on a connais plein de aussi. privilèges. Et du coup, quand on quitte le Stade Malherbe, on les perd. On perd la cantine, on perd des trucs. C'est souvent des écoles privées vu qu'il y a les horaires aménagés. Donc les parents, souvent, on n'a pas tous les finances pour pouvoir subvenir à des écoles comme ça, etc. Donc, on est souvent obligé de changer de filière. Et moi, je me suis vu obligé de passer d'un bac pro, entre guillemets, commerce, que de base, j'étais avec le Stade Malherbe de Caen, parce qu'on pouvait avoir des stages à printemps, ça me faisait des bonnes expériences, etc., à devoir changer de filière directement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en fin de première et ils m'ont fait passer en début de seconde dans une autre filière où en mode je me suis retrouvé en euh, bac pro plasturgie, plastique et composite, un truc où le mec il m'a dit à lundi à 9h du matin, faut que tu mettes une cote, t'ailles travailler sur une machine et tout. Moi je me suis dit non, c'est pas. Donc j'ai fini mes études comme ça et puis entre-temps le poker est arrivé où j'ai commencé à jouer tranquillement de temps en temps, etc. Puis après, au fur et à mesure du temps, je croisais souvent les mêmes personnes sur les pseudos online. Et puis un jour j'ai rencontré Philo Pocrun, Philo Poctag, que souvent, tout le monde connaît du Stream Gang. Et on a commencé à se parler sur des tables, au début à distance. Puis un jour, on s'est ajouté sur les réseaux sociaux, comme tout le monde. Et puis il m'a fait découvrir son groupe de travail qui à l'époque son groupe de travail de potes entre guillemets qui était composé de Antoine Goutard, Robin Desnois, plein de personnes que les pseudo Winamax vous allez connaître, certains qui vont Pas regarder que ces des vidéos, mauvais joueurs là-dedans. Capadoc, enfin toute cette bande là. Et puis du coup moi, je me suis lié d'amitié aussi avec pas mal de personnes de ce groupe-là. J'ai vu un peu aussi de loin ce qui se faisait, etc. Et puis Capadoc, ça s'est fait comme ça. Moi, il m'a fait découvrir un peu à de loin Shipit, parce qu'il l'avait rejoint à l'époque. Et je parle de ça il y a 2017-2018, si je dis pas de bêtises. Et du coup, moi, il m'a un peu, comme on dit, chevrant en termes de jeunes. Il m'a un peu dit, voilà, c'est pas mal, on peut jouer plus haut, plus cher, etc. Donc, moi, je me suis aussi intéressé à Shipit et j'ai fait comme lui. Je suis parti me faire stacker chez Shipit pour jouer un peu plus cher que ce que je devais jouer de base avec ma propre bankroll. Et j'ai fait 1 ou 2 contrats gagnants. Et puis après, Shipit, début de l'année 2020, ils m'ont proposé d'être coach pour la plateforme. Voilà, ça s'est fait comme ça. Alors, coach, on va en parler. Ouais, Parce que quand on discute, toi et moi, il y a quelques jours, tu me parles du fait que t'as pas beaucoup de temps pour jouer, parce que justement tu coaches beaucoup. ouais, Donc moi,
connaissant bien le milieu du coaching, vu que je les connais tous et que je connais les chiffres réels, je sais que c'est pas toujours évident d'avoir des élèves, même quand on est un bon joueur. Ouais. Euh, et toi, tu me dis, ben, je suis full, je suis complet en fait. Je peux donner le chiffre, on est d'accord. Hein. Ouais, tu peux Et donner. donc Ouais, tu me pas de dis, problème. j'ai une soixantaine de joueurs en coaching. Ce qui me fait complètement halluciner. Et Ouais. tu m'as expliqué, mais je voudrais évidemment que pour les spectateurs, tu réexpliques un petit peu comment t'en arrives à une soixantaine d'élèves finalement de manière très discrète, quoi. Tu t'affiches pas trop, etc. Donc comment on Ouais. arrive à plus de 60... Comment on arrive à refuser tout simplement du coaching? Ah bah, voilà, on va dire que c'est ce qui peut t'arriver de mieux. Voilà, c'est mieux dans ce sens-là qu'à l'inverse, évidemment. Mais alors moi, donc en plus c'est intéressant que tu poses cette question parce que ça fait directement la liaison avec ce que j'étais en train de dire juste avant. Du coup, quand début 2020, Shipit il me propose de rejoindre la team des coachs chez eux. Du coup, ils m'ont envoyé 3-4 joueurs en pseudo-test pour savoir si ça le faisait, si en fait, Shipit, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme de stacking and coaching hein, qui stack ou stack et coach des joueurs en contrepartie d'un reversement financier. Bon, souvent, c'est 50-50 avec la plateforme et vous n'avez pas de risque financier. Si ils vous prêtent 1000 euros et que vous les perdez, vous ne devez pas les rembourser. Voilà, ce qui se fait souvent avec d'autres plateformes. Hein. Et du coup, nous, en tant que coach, on n'a pas de fixe chez eux. C'est ça un peu la méthode qui est intéressante, c'est on gagne que si le joueur gagne. En gros, quand ils sont en stacking and coaching, ils ont 40% des gains, le joueur. Shipit a 60% et Shipit, sur leurs 60%, reverse 20% du profit au coach par Ok. rapport à la bankroll qu'il est parti. Voilà. Et du coup, la personne qui est stackée, elle, par rapport à un stacking de base, elle perd 10% d'un 50-50 de base sans coaching, mais elle a 30 heures de coaching avec un coach comme moi ou d'autres qui interviennent pour la plateforme. Et donc après, chaque coach a sa méthode qu'il veut. Shipit, ils n'interviennent pas là-dedans. Comme ils disent souvent, bah, chacun fait comme il veut. Vous pouvez les coacher en groupé, en individuel, leur faire des journées sur PioSolver ou juste des vidéos comment dire, ludiques. C'est comme vous voulez. Voilà. Le but, évidemment, c'est que si vous voulez gagner, bah, faut qu'ils gagnent. C'est un peu ce système d'échiquier qui est intéressant, je trouve, dans cette formule. Donc moi, je me suis dit, OK, envoie-moi 3-4 heures. J'ai commencé à les prendre au début en coaching individuel. Donc je les coachais à peu près 1 heure par semaine chacun. Sachant que je suppose qu'au début, ils t'ont pas envoyé les meilleurs. Ils se sont dit, Voilà, donc au début, ils disent, bon, bah, voilà, on t'envoie des joueurs, on forcément, ils vont t'envoie pas les chèvres, t'envoyer. quoi. Voilà, bon, bon, pas tout le temps, mais chez Shipit, ils ont pas mal de joueurs, donc ils n'ont pas forcément recherché l'excellence tout le temps, et des fois, ils prennent des petits tests, ils misent sur certains profils qui ont un potentiel, qui ne sont pas forcément arrivés maintenant, mais qui ont un potentiel d'amélioration. Enfin voilà, comme il peut aussi se passer dans le foot, où un mec un jour prend un pari sur tel ou tel mec. Enfin voilà. Et du coup, j'ai coaché ces 3-4 joueurs-là. Ça s'est bien passé avec ces personnes-là au début. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'intérieur de Shipit, il y a un système entre tous les coachs où une fois par mois, un coach peut intervenir comme ils appellent un coaching class. C'est en gros, je viens, je fais une review à 4-5 personnes que Shipit dans leur channel en tous sur Skype. Ils sont tout le monde dans un même groupe. Ils proposent, mais c'est exclusif à tout le monde sauf les joueurs que je coach déjà. Voilà, c'est juste pour faire découvrir le coach à pas mal d'autres personnes. Et Shipit propose ça gratuitement à tous les joueurs qui stack ou stack et coach. Donc souvent, bah, sur la cinquantaine qu'il y a, bah, les 4-5 places se remplissent vite. Et puis, on avait le droit de le faire à peu près 2 fois par mois. Et ce qui se passait, c'est que tous les autres coachs, moi, je les connais pas, les 3-4 autres coachs de Shipit. Je les connaissais pas à l'époque. Ils en faisaient jamais. Donc moi, dès que j'avais un peu de temps libre, j'essayais d'en faire un ou deux dans le mois. Et du coup, il y a des joueurs qui m'ont découvert à ce moment-là, qui étaient aussi soit juste stackés ou stackés coachés avec d'autres coachs, qui ont demandé après ces séances-là à venir chez moi. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 6-7 mois, de janvier à peu près mai-juin, je suis passé de 3 joueurs coachés, enfin stackés et coachés chez Shipit à une dizaine. Voilà. Donc déjà, plus jouer à côté à fond, même si j'étais pas de manière professionnelle, j'avais un peu du mal à faire les deux. Du coup, je me suis dit, bon, le truc, c'est que Shipit, quand un joueur s'engage, c'est des contrats de 3000 games, donc 3000 parties. Donc c'est forcément, les personnes ne font pas 1000 parties par mois. Donc ça dure pas 3 mois, c'est souvent 8, 9 mois, 10 mois, 1 an pour certains. Donc je m'engage sur du long terme. Les personnes comptent sur moi, ils sont là, c'est Mathieu, il faut que tu m'apprennes, il faut que tu essayes de m'apporter là. Donc je me sens vraiment responsable envers eux. Et moi, j'ai été éduqué d'une manière où, en dehors du fait que maintenant c'est un travail, je peux pas abandonner les mecs qui comptent sur moi. Moi, j'ai pas été éduqué comme ça, ils comptent sur moi, il faut que j'aille au bout du truc, il fallait pas que je m'engage avant, il fallait que je réfléchisse avant, il faut que j'assume maintenant, c'était comme ça.
Et du Donc coup, des fois, tu regrettes un peu, tu te dis merde, j'ai trop de non, travail. non, pas du tout, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je voyais les choses. Donc, je me suis dit, si je peux pas jouer à fond et coacher à fond, même si je me mets pas, entre guillemets, à la retraite, pendant quelques temps, je vais essayer de coacher à fond. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, moi, de base, je mets rien sur les réseaux sociaux. Je suis pas du tout dans cette mentalité de vouloir briller. Comme je t'ai raconté avant, avec le milieu du foot, j'ai un peu touché du bout du doigt ce qui se peut se faire de mieux. Et du coup, j'ai pas vraiment ce truc-là de me dire tiens, le poker, ça me fait vraiment rêver. J'étais vraiment passionné par le foot. Donc le poker, je l'ai vraiment abordé dès le début comme un métier, en me disant ok, tu as pu faire des erreurs sur tel truc dans le foot, même en termes de motivation mentale, ligue technique, ce que tu veux. Qu'est-ce que tu peux faire de mieux pour que ça se passe encore mieux dans le poker, et qu'est-ce qu'il faut faire déjà, ça je le savais déjà, même dans le milieu du foot, du poker, tout ce qui va être n'importe quel milieu où il y a très peu de place en haut et il y a beaucoup d'argent, bah, c'était toujours la même chose en termes de mentalité. En gros, il faut se donner 2 fois plus que les autres. Donc, je me suis dit, OK, si tu veux faire un truc, essaye de le faire à fond. Donc là, pour l'exemple du coaching, je me suis dit, quitte à en coacher pendant un certain temps, essayons d'en coacher un maximum. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, il faut absolument que les personnes me découvrent. Mais je ne veux pas montrer ma tête, je ne voulais pas, entre guillemets, être visible, je voulais juste que les personnes se concentrent sur ma voix et sur ce que je disais. Voilà, et sans prétention, je pense, je me suis dit à l'époque que j'allais ramener un truc nouveau, novateur, etc., dans l'esprit pour la méthode qui est de donner le thinking process sur chaque main, etc. Donc, j'ai lancé une chaîne Twitch à ce moment-là, vers juin, juillet, août 2020, et sans caméra. Donc, je lançais une chaîne Twitch. Donc, au début, pareil, je mettais sur les réseaux sociaux, mais j'avais personne qui me suivait. Donc, je faisais 3, 4, 6, 10 viewers. J'arrivais à avoir des personnes qui me contactaient quand même en coaching, même sur le peu de personnes que j'avais qui me regardaient. Donc, j'ai commencé à avoir vers juillet, août 2020, une cinquantaine de personnes qui me suivaient régulièrement, et je streamais à peu près, on va dire, 2-3 fois par semaine. Voilà. Et en septembre 2020, je me suis retrouvé avec 15 joueurs chez Shipit à peu près, et 15 en dehors, en coaching privé, avec Ça commence le à fait faire du bouche déjà. à oreille. Voilà. Donc, j'ai décidé à ce moment-là de me lancer professionnellement. Donc, j'ai direct ouvert une micro-entreprise, etc., dans le coaching. Et je me suis lancé comme ça. Donc, ça me prenait plein temps. Donc, ça me prenait pas mal de temps dans la journée. Donc, pareil, je donnais toute mon énergie pour le coaching. Je n'essayais pas de jouer à côté ou de me forcer à jouer en dehors des grosses journées que je faisais de coaching. Et après, je n'avais pas trop le temps de streamer. Donc, entre septembre 2020 et on va dire mars 2021, c'est vraiment le bouche à oreille qui a fait que je suis passé environ d'une trentaine de joueurs en tout à une quarantaine, on va dire, voilà, dans un roulement régulier, avec ceux qui sont déjà dedans, qui reprennent des packs, et ceux qui en ressortent, qui sont remplacés par des nouveaux, et ainsi de suite. Donc, moi, je suis arrivé avec un état d'esprit où je me suis dit, jamais tu vendras moins de 5 heures de coaching. 5 heures, c'est vraiment pour découvrir et pour essayer de après s'engager sur plus, mais je vendrai sinon jamais moins de 10 heures. Voilà, directement, je voulais pas m'en vendre moins de 10 heures. Moi, j'estime que la stratégie que j'ai à leur apprendre sans prétention, elle met du temps à s'acquérir. Moi, déjà, toutes les personnes que je reçois, avant même de lui vendre un coaching, j'essaie de la voir en entrevue. J'essaie de voir quelle personne c'est, quel âge elle a, c'est quoi ses objectifs dans le poker. Comme je t'ai dit, vu que moi, je n'étais pas dans un objectif de filtrer au niveau des personnes, je prenais toutes les demandes, premier arrivé, premier servi. Je n'ai jamais filtré le niveau, donc je tombe aussi bien sur des personnes qui veulent progresser, gagner une partie entre potes un dimanche, et d'autres qui veulent être pros, qui le sont déjà. Enfin, tu m'as compris, j'ai des extrêmes. Et du coup, j'essaie directement de savoir quelle est la personne, sur quoi elle veut se baser, quel est son projet court terme, long terme avec le poker, ses objectifs, etc. En savoir un peu plus sur elle. Et directement, moi, je lui dis, toutes les personnes qui sont venues chez moi, même avec maintenant de l'expérience, des années qui sont passées, même ceux qui ont le plus réussi, n'ont jamais pris 10 heures, ils sont partis, ils connaissaient tout. Il ne faut pas faire rêver les gens. Moi, pour moi, en tout cas, je ne vois pas les choses comme ça. Je leur dis direct, ceux qui ont pris et qui ont gagné vraiment beaucoup après s'être fait coacher, la plupart ont pris 20, 30, 40 heures ou plus. Bon, certains en plusieurs fois, mais il ne faut pas mentir aux gens, il ne faut pas leur dire les gars, en 5 heures, viens, je vais te raconter, j'ai les pages secrètes du livre et tu vas repartir avec tes 2 bagages. Et voilà, c'est comme si que dans l'image, je leur dis souvent, je vais voir Mike Horn, pour ceux qui connaissent souvent dans la survie, je vais voir 5 nuits avec lui, et après il me dit, allez, salut Mathieu, et tu vois, je vais m'en sortir. Et on ne C'est pas retrouvera grave, les jamais gars, Mathieu dans la forêt. voilà, donc ça se saurait, tu vois. Donc moi, je préfère vraiment vaut me prévenir que guérir. Donc les gens, j'essaie d'être le plus bienveillant envers eux, et de ne pas leur raconter de bobards ou les faire rêver. Je leur dis que je vais évidemment leur apporter un maximum, sans prétention. Je ne suis pas là pour leur mentir, mais pour les faire rêver non plus. Donc voilà, moi, je vendais que des 10 heures ou plus.
et avec des réductions de prix si on prenait 20 heures ou plus. Voilà. Et plus les personnes s'engagent sur le long terme directement, moins elles payent cher que comme les cigarettes ou d'autres trucs, les mêmes méthodes. Au lieu de prendre 10 plus 10, c'est plus rentable de prendre 20 ou 30 heures d'un coup. Voilà. Après, directement, de manière professionnelle, j'ai engagé directement des factures où ma prestation, c'est comme un forfait au golf ou au Oui, ski. oui, Voilà, ils te je prennent un vends un forfait pack, la personne directement. s'engage à régler le pack en entière. Il y a pas de, voilà, c'est très professionnel. Les règlements, ils sont via virement. Voilà, c'est pas des choses. Tout est Mais carré il y a un en place et pour que même la personne se sente engagée sur ce système-là. Donc après, au début, j'ai pris la méthode de me dire, écoute, le but, c'est d'en ayer un maximum. Donc je savais à peu près, entre guillemets, dans le marché du poker, ce qui se faisait, combien les personnes en avaient à peu près en vendant à tel prix, avec tel niveau. Moi, j'ai vraiment essayé que ça soit un maximum accessible. Donc à l'époque, je pense qu'on peut dire les prix, hein, mais c'est pas. J'ai commencé à 30 euros de l'heure en septembre 2020. Voilà. Donc je vendais 30 euros de l'heure pour 10 heures et 25 euros de l'heure pour 20 heures au plus. Puis après, au bout de 2-3 mois, quand je me suis retrouvé complet à cette période-là, j'ai augmenté 10 euros par heure pour chaque pack. J'ai vraiment essayé de faire progressif pour que ça reste un maximum accessible parce que là, comme actuellement sur les chiffres actuels, sur la soixantaine de joueurs que j'ai, j'en ai forcément une quarantaine au minimum qui jouent entre des tournois entre 0 et 10 euros. C'est normal, c'est ceux qui en ont le plus besoin, ce qui est forcément logique. Donc, il faut vraiment que ça reste accessible pour eux. Et je suis monté en progression comme ça, où là, à l'heure actuelle, c'est aux alentours d'une cinquantaine, soixantaine d'euros, voilà. En fonction de que ce soit 10 heures ou 20 heures, ou voilà. Mais comment t'as bossé Parce que tu dis, je peux m'adresser à tout le monde. Tu bragues finalement peu sur tes résultats. Bon, là, on sait que tu as gagné un troisième W Series, mais en plus parce que tu l'as fait en live. ouais, Sinon, t'es pas le gars qui va poster tous les jours. ouais, Non, mais c'est vrai, ouais, quoi. non, c'est vrai. On Ouais. revient toujours sur cette discrétion-là. Alors, les gens qui te veulent du bien diront que c'est la discrétion. Les gens qui te veulent du mal diront, bah, c'est parce qu'ils perfent pas. Moi, j'analyse ça sur la discrétion parce que je vois bien comment tu vois les choses. Mais comment t'arrives à travailler et comment t'as réussi à travailler ton coaching pour être un coach performant, sachant que très souvent, et là j'en sors parce que j'ai eu le débat hier avec Raphaël Blouet et Roman Haussmann, t'as quelqu'un comme Raphaël qui va te dire le coach doit aussi être un joueur et doit jouer souvent. Donc comment toi tu t'arrives à pas trouver ça pénalisant pour être un bon coach? Alors en fait, moi, comme je t'ai raconté, c'est ça qui est important d'avoir commencé par là pour l'intro dans le foot, même si on a fait assez court, j'aurais pu raconter mille choses. Voilà, bon, bref, ce qui est intéressant, c'est que, comme je t'avais dit, vers l'âge de 13-14 ans, j'ai rencontré un coach là, je lui passe une petite dédicace, s'appelle Thierry Traoré, qui lui m'a ramené vraiment. En fait, j'avais vraiment beaucoup d'empathie sur lui parce que, comme je t'ai dit, lui, le Stade Merv de Caen, bref, pour X ou Y raison, une histoire de contrat, l'avait obligé à coacher les 12-13 ans, plus les U19 nationaux pour jouer la montée, ou même les CFA2, si je dis pas de bêtises à l'époque. Bon, bref, un truc vraiment où c'était même pénalisant pour son emploi du temps. Et lui, par passion et tout, le mec, c'est vraiment un fan du Barça et qu'à l'époque de leur grande gloire, des Manitas qui mettaient au Real et tout, et regardaient toutes les vidéos, nous faisaient des schémas, des trucs. On avait 12-13 ans, on était déjà formatés comme des mecs qu'on avait 18-19. Donc lui, il m'a fait beaucoup prendre en maturité. Et c'était un coach qui était très exigeant. Plus il était derrière toi, plus il te voulait du bien. Moins il s'occupait de toi, moins ça valait le coup. Pour lui, c'était ça la méthode. Donc moi, il suffit que je loupe un contrôle, un truc. S'il savait que je pouvais faire mieux ou beaucoup mieux, il me reprenait même devant mes parents en match. Genre, il criait mon nom de famille, Mathieu Pontin, comme ça, tu vois. Il me faisait vraiment mes limites, tu vois. Mais moi, ça marchait. En tout cas, c'était la méthode. Et lui, j'ai compris à travers lui comment il faisait parce qu'il le faisait à moi et il ne le faisait pas à d'autres. Donc moi, des fois, je rentrais, je te parle de ça en expérience, je disais à ma mère ou à mon père, pourquoi il s'en prend à moi et pas aux autres? Pourquoi lui, il lui parle pas à lui si? Il me disait, mais s'il s'occupe de toi, c'est que tu es important. S'il ne s'occupe pas de quelqu'un, c'est que peut-être malheureusement, il sait qu'il ne peut pas faire plus. Et c'était un peu ça. Mais du coup, il avait cette personne-là, une méthode pour chacun. Il s'adaptait à ce mec-là. Il arrivait à s'adapter à un mec comme moi où il fallait plutôt être, entre guillemets, dans la méthode violente, lui rentrer un peu dedans pour le réveiller, etc., qui se donne toujours plus. Il arrivait toujours à trouver chez quelqu'un la méthode qui lui correspondait au mieux. Ce que j'ai essayé de faire sans prétention pour le poker. Un peu dans la méthode où je regarde au début les personnes pour essayer de voir leur niveau, leur base, pour essayer de leur mettre un plan de coaching en place plus précis pour chaque joueur, en fonction de ses attentes, ses objectifs, le temps qu'il consacre, etc. Et donc, du coup, cet entraîneur-là, il nous faisait faire et il nous faisait dire les choses. Ça veut dire, si on faisait un échauffement, il nous faisait s'échauffer sur un thème précis, tac, conduite de balle, etc. À la fin de l'échauffement, il nous disait, écoutez, si vous voulez passer à l'exercice suivant, dites-moi ce qu'on a travaillé, les points forts, les points faibles, etc. Donc, c'était pas, fallait que le truc qui nous est sorti rentré dans une oreille, sorti de l'autre. Fallait vraiment être, comment dire,
s'intégrer dans l'espèce de coaching, dans le l'entraînement, projet et collectif. y participer. Et du coup, en participant, on devient créateur de notre propre contenu, ce qu'il disait souvent, et du coup, on devient acteur de notre propre jeu, au lieu d'être spectateur, ce qu'on dit souvent. Le mec qui va arriver sur les talons en entraînement, qui va dire allez, exercice suivant, il va y aller comme ça. Bah, c'est sûr que le match, l'autre, s'il va arriver, boum, 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 ça va aller trop vite. Il est endormi. Et souvent, l'entraîneur, il nous disait on joue comme on s'entraîne. Donc, il fallait que ça soit encore plus haut niveau que le match, si possible, pour qu'on ait toujours ce temps d'avance. C'était toujours à la recherche du temps d'avance, de jouer en possession de balle, etc. Donc, dès l'âge de 12-13 ans, on jouait contre des équipes où eux, ils jouaient tous derrière, un attaquant devant, et boum, ils voulaient faire un nul contre nous. Et nous, même contre des équipes comme ça, on devait ressortir le ballon derrière, bim, bam. Et on avait interdiction de porter la balle et qu'il fallait vraiment rester dans un projet de jeu, ce qu'il appelait. Voilà. Ouais, mais alors Et là, donc, là, tu me parles du côté pédagogique, mais le côté technique, comment tu l'as acquis, comment t'estimes tu me disais en off, je peux coacher du free-to-play, et tu coaches aussi des joueurs qui jouent 100 ou 200 plus, etc. Comment tu peux... Techniquement, comment tu penses avoir eu les facultés à ça? T'as beaucoup lu, t'as beaucoup joué à une autre époque, je me suis jamais fait coacher, mais comme je t'ai dit, avec le groupe de travail que j'avais à l'époque ou autre, j'ai appris pas mal de choses. Après, de ma propre expérience aussi, j'ai pas mal joué à l'époque et aussi d'apprendre de pas mal de personnes aussi d'autres. Moi, ce que je dis souvent, c'est que je pense au poker, il faut être une éponge. Il faut essayer de prendre le meilleur de chacun. Il y a pas mal de contenu sur essayer de bien trouver sur YouTube, sur Twitch, il y a de la qualité partout. Il n'y a pas forcément des choses qui donnent que des, entre guillemets, dans l'image, des miettes de pain parce que c'est YouTube ou parce que c'est Twitch. Qu'il faut être aussi un peu curieux, qu'il ne faut pas forcément passer toute sa journée sur des choses où il faut se mettre des idées arrêtées, genre le poker c'est devenu Pio Solver, et si tu achètes un Pio Solver à 2K et que tu achètes 12 ordi et tu vas y arriver, tu vas forcément, alors comme on dit souvent, la théorie te sert à comprendre le jeu et l'exploit à faire de l'argent, c'est bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire même si tu passes ta journée à faire ça, c'est pas pour autant que tu vas forcément gagner, donc il n'y a pas forcément de méthode qui va mieux marcher que d'autres ou même qui va te faire progresser que plus qu'une autre. C'est à toi un peu de trouver cette propre méthode. Moi, en tout cas, j'ai fait ça en mode autodidacte. J'ai vraiment pas jamais fait coacher ou autre. Après, le truc de transmettre, je faisais une petite parallèle avec le foot. Quand j'ai quitté le foot, ce que j'ai fait pendant un an, vers l'âge de 16-17 ans, dès que j'ai quitté le Stade Malherbe de Caen, c'est que le premier club pro concurrence de la région, qui est le club de Mondeville dans ma région Basse-Normandie, le club concurrence numéro 1 au Stade Malherbe de Caen, ils m'ont demandé, parce qu'il y avait des personnes de la direction du Stade Malherbe de Caen, pour la petite anecdote, qui étaient passées, arrivées dans l'autre club, qui m'ont demandé d'entraîner les gamins. Voilà. Et ça aussi, je pense que ça m'a aidé, même que je le veuille ou non, dans ma destinée pour le poker. Parce que je me suis retrouvé avec des gamins, donc j'étais payé avec le contrat, entre guillemets, tu sais, par rapport à l'État. Je ne sais plus c'est quoi l'intitulé, mais on travaillait Oui. en gros, il fallait que j'entraîne plusieurs catégories, je passe X temps sur la pelouse, etc. Donc ils m'ont passé les U9, donc des petits gamins qui ont entre 7 et 9 ans, des U12, donc qui sont entre 11 et 13 ans, et des U15 qui ont entre 13 et 16 ans, qui sont plus dans l'adolescence, etc. Donc, il y a des fois où il fallait que je m'adapte aux petits de 7 ans, et puis après, voilà, Ouais, comme faut un que tu prof t'adaptes d'école, en fait. au dialogue, tout simplement, que tu es en Voilà, train de et leur faire. donc, cette pédagogie-là, je pense, m'a servi dans ma technique pour essayer, sans prétention, de la transmettre au mieux dans le poker. Je pense que moi, c'est ce que j'essaye de faire à l'heure actuelle. Les joueurs, j'essaye de leur faire les choses et de leur faire dire les choses. Je fais Com- pas, voilà, c'est pas j'ai une méthode, tu la prends, c'est bien, tu la prends pas, c'est pas bien. J'essaie vraiment de prendre la personne sans prétention par la main. Voilà. Comment tu vois le milieu du poker? Euh, le milieu du poker à l'heure actuelle, En en France, fait, hein, évidemment. en France, ouais. En France, je le trouve par rapport à d'autres contenus, par exemple américains et tout, je le trouve beaucoup moins corporate, on va dire, ou comment on pourrait dire entre Frenchie que d'autres. La mentalité, mais ça ressemble aussi à la mentalité de manière générale. Je pense que c'est la mentalité française. On le sait tous, hein, il y en a plein qui ont des préjugés là-dessus en disant ouais, tout ce qui va être dans des milieux d'argent, quand tu vas montrer ce que tu as, voilà, on va citer la personne controversée dans le poker, dans le milieu du poker qui est la plus visible actuellement, c'est Yo Viral, et c'est parce qu'il montre sa valeur, des fois son argent, etc. Enfin bref, les gens n'aiment pas. Aux États-Unis, il n'aurait pas de problème, par exemple. Mais c'est juste la mentalité qui a changé. Après, c'est comment les gens vont percevoir cette chose-là. Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, je ne suis pas dans ce milieu-là pour donner un avis, tu vois, sur comment est telle personne ou qu'est-ce qu'elle fait. Ou, moi, comme je dis souvent, chacun voit midi à sa porte. Le but, c'est que tout le monde soit heureux avec ce qu'ils font et avec ce qu'ils sont. Moi, je ne suis pas là pour les juger. Je suis un peu dans mon coin. Je suis un peu dans ce truc d'être dans ma bulle, de ne pas trop me mélanger. Voilà, depuis le début,
j'ai eu des petites, des mauvaises expériences que je pourrais pas raconter là, entre guillemets, dans ton émission où j'ai vu un peu comment est le monde du poker. Mais ce qui m'étonne pas, c'est un peu comme le monde du foot où les gens, entre guillemets, se tirent dessus parce qu'il y a beaucoup à aller chercher. Si tu peux prendre la place de l'autre et si tu peux, et si, plutôt que de plutôt s'entraider et d'être dans cette méthode-là. Donc, moi, je voulais pas faire copain-copain juste pour faire copain-copain avec les gens et être entre guillemets faux. Moi, j'ai envie de parler à des gens que même si demain le poker il n'existe plus, on se parlera encore. Moi, en tout cas, je vois les choses comme ça. Je suis pas là juste pour faire du professionnel ou faire le show, ou gratter le buzz. Ça en revient aussi à ce que je te disais de pas vouloir briller ou autre. Ça m'a jamais Ah oui, tenté j'en ai parce que je chié, veux pas, messieurs, en fait. dames, pour qu'ils viennent le faire, l'interview. Pénible, ces jeunes. Hein. Voilà, c'est pas vraiment ma méthode, tu vois. Donc, vu que j'étais pas, ça m'inspirait pas ou même ça m'attirait pas, j'ai pas forcément cherché à, à me dire tiens, je vais essayer de porter des jugements là-dessus ou là-dessus. Donc, en gros, le monde du poker à l'heure actuelle, de manière française, je le trouve bon. Les gens, ils font de plus en plus de choses pour mettre en valeur le poker. Ce que fait YoViral avec ses blogs, ses parties de cash game, c'est très bien. Nutser, ce qu'ils font, c'est très bien. Toutes les personnes indépendantes sur Twitch, que je peux pas tous citer tellement il y en a, ce qu'ils font, c'est très bien. Qu'ils fassent ça pour le show, pour la technique, pour les deux, pour rien du tout. Peu importe, en fait. Moi, je suis là pour vraiment, moi, si je dois prendre du recul, je me dis, je vais essayer de donner un avis, et pourtant, je suis pas, je pense, le plus légitime pour en donner un. C'est que pour moi, si les personnes ont une audience, c'est que les gens leur trouvent quelque chose. Peu importe que tu sois d'accord avec ces valeurs ou non. S'il y a une personne qui insulte et qu'elle a une audience, c'est que les gens, il y en a, ils aiment bien. Il y en a, ils aiment bien, ils aiment voir du sang, d'autres du thinking process, d'autres le mec qui est en folie, il envoie des animations, des trucs. Enfin, voilà. Pour moi, toutes les personnes qui marchent, c'est que forcément, elles ont un truc. Après, chacun a son avis différent sur la chose, mais je suis pas là pour porter un jugement dessus. Pour moi, si elles sont heureuses avec ce qu'elles font, bah, tant mieux. Mais j'essaye ni de m'occuper d'eux et eux s'occupent pas de moi et c'est très bien comme ça. Alors Voilà. après, t'as du succès. La chaîne Twitch marche bien. La chaîne YouTube, elle a que quelques mois. On en est à plus de 3500 abonnés, ce qui est énorme pour du poker, surtout en si peu de temps. Ouais. Donc, quelque part, tu deviens un petit peu obligatoirement un personnage public. Ouais, mais voilà, forcément à partir du moment où j'ai montré ma tête pour que le Twitch ça soit plus comment dire, il y ait un meilleur contact avec la personne qui me voit, etc. Il y en a plein au début quand je suis arrivé, ils m'ont dit oh là là, je pensais que tu étais gros, que tu n'avais pas de dents, pourquoi tu voulais pas montrer ta tête? J'aurais bien expliqué que c'était pas du tout pour ça, mais je suis jamais venu sur le monde du Twitch ou du YouTube game en disant les gars, je viens pour la passion, pour vous donner ça, pour briller, pour être pro. Moi, je leur ai dit, je viens parce que je suis coach, avec cet intérêt, entre guillemets, de vendre du coaching. J'estime qu'à l'heure actuelle, le coaching, le contenu que je fais, j'essaie de le rendre le plus pédagogique possible. Et c'est pas tout le monde qui le fait. La plupart sont plus dans un monde de YouTube, entre guillemets, dans le game poker, de best-of, d'interviews comme toi, rarement de review. Voilà, c'est pas les contenus qui va forcément le marcher le plus. On le sait très bien. La plupart maintenant, il faut essayer d'être un peu plus tactique, etc. Bon, c'est un peu cette machine, cet algorithme YouTube qui est comme ça. Mais moi, j'ai essayé de me dire, écoute, je vais essayer de faire un contenu qui, je pense, en prétention innovateur, qui ramène quelque chose de différent et essayer de, si j'y fais vraiment confiance, à ce que le contenu soit plus fort que le titre que je vais mettre sur la vidéo ou que comment je vais le produire ou comment je vais faire en sorte que ça soit le plus vu possible. Ou qui je pourrais par exemple prendre pour faire une interview et oh Loïc, je le connais depuis longtemps, voilà, non, c'est plutôt essayer de dire si mon contenu il est bon tôt ou tard, j'aurai l'opportunité de faire un truc avec toi, un truc avec quelqu'un. Il y en a plein qui me disent Mathieu, c'est quand tu vas sur Winamax? Si ça doit arriver un jour, ça arrivera. Moi, je suis pas là pour me dire les choses où je dois les forcer. Pour moi, ça doit se faire naturellement. Oui, Pas toi, t'as la forcément mentalité de te dire, ça arrivera ce qui arrivera. Mais moi, je l'ai vu dans le foot, toutes D'ailleurs, les et personnes qui d'ailleurs, se sont je donné les te l'ai dit, moyens, ils ont arrivé, voilà. je te coupe, je te l'ai dit par message, tu pourras témoigner. Je t'ai dit, de toute façon, ceux qui me cassent les couilles à longueur de journée pour venir dans mes émissions, on les verra jamais. Ouais. Mais moi, je suis plutôt du Alors que moi, travail égale c'est moi qui récompense. suis venu Voilà. te chercher en mode, allez, ramène-toi, nom de Dieu. Je suis plutôt dans le mode travail-récompense. Voilà. Pour moi, si tu te donnes à fond, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas à atteindre tes objectifs, qu'ils soient plus ou moins grands, même que ce soit des rêves. Il n'y a aucun rêve qui est inaccessible. Pour moi, ça fait extrême, mais voilà, on le voit avec plein d'histoires. Il y a des mecs qui maintenant, sur les réseaux sociaux, percent en 3 minutes. Un autre, demain, il était inconnu au bataillon. Je donne l'exemple, Weshden, elle arrive dans le monde de la musique, tout le monde dit « Oh non, pas elle, je ne peux plus l'entendre », mais quand il y a une armée derrière elle, tu veux l'entendre ou pas, ça y est, elle est numéro 1, elle est multimillionnaire et ça y est, elle est dans le game, tu peux plus rien faire. Ça veut dire que pour moi, c'est la destinée, c'est comme ça. Moi, on n'est pas là pour faire des débats là-dessus. Le seul truc que tu mets comme exemple où je suis d'accord avec ce que tu dis, le seul truc, c'est qu'à la différence d'il y a peut-être 15 ans, c'est qu'avant, il y a 15 ou 20 ans, quand tu n'avais pas trop les RS et tout, si tu arrivais dans le game, tu vois, c'était du Mien Farmer, quoi, tu partais plus jamais. Là, Weshden, le truc, c'est que ça peut faire pouf,
pouf, quoi. Voilà. Dans 2 Mais en ans. tout cas, pour monter, c'est Ah, pour beaucoup moins monter, ça va c'est 10 beaucoup fois plus plus vite. facile qu'avant. Ah, ça, Avant, c'est pour sûr. monter, il fallait faire des années, des années. Maintenant, du jour au lendemain, tu peux être connu. Donc, c'est pas vraiment, c'était pas vraiment ma vision des choses. Mais tu m'as dit une très bonne. En off, je me permets de la reciter parce que j'ai beaucoup aimé ton exemple. Tu as dit, moi, je me suis plus vu comme PNL. C'est mon travail qui dit ce que je suis. Et je vais pas, j'irai pas chercher la lumière. La Ouais. lumière, ça vient si mon travail est de qualité. Ouais. Et Moi, au début, c'est rare. j'avais cité cet exemple-là parce que c'était un peu ma mentalité. Je me suis dit, eux, en fait, dans l'exemple, tu as des rappeurs qui vont faire des feats avec tout le monde parce qu'ils vont aller vouloir gratter là, 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 avec des mecs qui ont plus d'abonnés, même il y en a, ils payent Bien des sûr. sites, etc. Voilà, pour essayer de monter, ils payent. Voilà, bref. Du coup, ils achètent un peu leur notoriété. Et il y a d'autres personnes qui, comme je donnais dans l'exemple, l'extrême PNL, qui eux n'ont jamais fait d'interview, n'ont jamais été entre guillemets publics, sont jamais rendus plus publics que ça, sont restés dans leur mentalité et ont été plutôt dans le fait de se dire écoute, on croit vraiment en ce qu'on fait, c'est un truc que ne se font pas les autres, viens, on croit à fond dans ce qu'on fait et on fait que ça et on parlera que là-dedans. Et si les gens ils veulent nous écouter, ils iront écouter nos musiques et pas des interviews ou des trucs pour aller faire un truc avec un mec parce qu'il a plus de visibilité. Si notre contenu il est bon, moi je pense que c'est ce qu'ils se sont dit, dans tous les cas, on deviendra visible. Et ce qui s'est passé. Par contre, quand on le sera, bah, c'est ce qui se passe maintenant. Il gagne plus que les autres parce que le mec, il n'est pas engagé avec un contrat ou comme le shipit de la musique, le mec Universal, il lui prend 50% de son truc. L'autre, il le produit, Plus. machin. Ils font tout de leurs mains et ils prennent 2 fois plus que les autres. Et du coup, maintenant, tout le monde veut ce truc de fitter avec eux parce que personne s'est jamais arrivé. Moi, je trouve que le parcours est beaucoup plus beau qu'un mec qui a été gratté le truc là, même s'il a réussi. Moi, je trouve que c'est moins beau parce que si son talent suffisait, il aurait quand même monté. Tu Voilà, pour préfères moi, un PNL un PNL à un Fianso, quoi. ouais, non, bah, ouais, mon Fianso, après, lui, il a quand même ce mérite d'avoir passé X années voilà, à Lui, charbonner. niveau, il a charbonné comme un branc, gratté comme un malade. Voilà, mais et lui, c'est pareil. Lui, ce qui lui a servi le plus, c'est de galérer X années avant de monter et qu'une fois qu'il est monté, il savait, comme il a raconté plein de fois dans l'interview, il savait déjà quoi faire pour y rester. Ça, C'est-à-dire que les gars, en gros, dans l'image, j'ai galéré à monter, maintenant que j'y suis, vous ne pouvez plus me placer. Vous venez d'essayer de me bouger, ça y est, c'est mort, j'ai investi là-dedans, donc ça y est, il est trop en place. Ouais. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, il y a une question importante, c'est l'avenir. Parce que donc là, tu coaches énormément, tu joues assez peu. Ouais. Le coaching, c'est fatigant. C'est quand même un métier qui, est, qui est usant. Euh, tu Twitch beaucoup moins. Il y a une team autour de toi qui Twitch maintenant, si je dis pas de conneries. Ouais, j'ai quelques joueurs que je coach que maintenant je fais streamer. Donc alors, on fait quoi de la team La Ponte dans les prochains mois et les prochaines années et comment tu vois évoluer ton rôle, ou pas d'ailleurs, dans ce milieu-là? Bah ouais, je sais pas vraiment, ça dépend de plein de trucs. Si actuellement je dois continuer dans ce rythme-là, je peux pas vraiment freiner et avec tous les joueurs que j'ai, etc. Je dois rester dans ce rythme-là. Et il y en a plein qui attendent. Là, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que j'en ai au moins une cinquantaine sur liste d'attente qui sont prêts à attendre. Et je dois avoir à peu près, c'est T'as pas des coachs prétentieux, qui mais retournent, t'as des je coachs. dois avoir 4-5 demandes par jour de personnes encore différentes qui veulent se rajouter au truc et ainsi de suite. Donc, à l'heure actuelle, ma priorité, c'est de continuer à donner toute mon énergie dans le coaching, que toutes les personnes qui se sont engagées avec moi à l'heure actuelle, je leur donne la même énergie qu'au premier que j'avais coaché dans tout début que j'ai commencé. Ça, j'y tiens vraiment. Et donc, de me contenter un nombre maximum pour en avoir un nombre maximum dans la journée, 6-7 dans la journée, à peu près 6-7 jours sur 7 et de rester dans ce rythme-là. Donc, j'ai pas trop le temps ni de penser à ce que je peux faire à ce que j'ai fait avant, ni trop penser à ce que je peux faire plus tard, essayer d'anticiper tiens, une vidéo sur YouTube, un truc pour essayer de leur donner un maximum de contenu, mais c'est plus facile actuellement pour moi de faire une vidéo YouTube que d'être présent 7 heures sur Twitch. Surtout que quand je viens sur Twitch, voilà, je suis venu avec cette méthode-là d'expliquer tout mon thinking process sur chaque coup et sur chaque main. Et sur les 6 tables que je jouais, si j'ai des coups, à chaque fois, je les montre et je commande tout. Donc, ça me refait faire une journée de travail quasiment en termes de voix, la fatigue, etc. que tout ce que j'ai dit avant en coaching avec toutes les personnes où j'ai répété la même chose parce que c'est le même projet de jeu. Comme dans le foot, j'apprends la même chose à une personne qui est sur les 1 euro qu'une personne qui est sur les 200. Il y a des déviations différentes selon les limites, mais notre projet de jeu commun, les ranges pré-flop, la stratégie post-flop reste la même. Voilà. Donc, si à l'heure actuelle, je dois me projeter dans l'avenir, j'essaierai de dire que je vais essayer de continuer à faire monter la team La Ponte le plus haut possible. Voilà, j'ai pas d'objectif de chiffre haute, mais le but, c'est de monter un maximum ma communauté. La communauté, elle est de plus en plus grandissante. Je dois avoir un peu plus de quasiment 1500 personnes sur Discord. Sur Twitch, maintenant, en moyenne, je fais entre 300 et 400 viewers ou bien plus s'il y a des deep runs.
Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe en ce moment. Et en plus, surtout que je suis jamais là. Je viens de temps en temps. Comme tu sais, je ne mets pas d'annonce ni rien. Pam, je Ouais, pop. Les Pam, gens, t'arrives, ils quoi. viennent pas. Moi, je m'en fous. Je me dis, je viens pour le contenu. Je viens très peu de fois dans la semaine jouer. Donc, même quand je viens jouer, je leur dis, les gars, moi, je ne suis pas là pour gagner. Je sais très bien qu'en termes de volume, je sais très bien à quoi m'attendre, que je n'ai pas fait le volume nécessaire. Donc, j'essaie de pas m'attendre à des choses que je peux pas entre guillemets avoir ou accéder parce que je mets pas toutes les chances de mon côté pour y le faire en fait. Il faut vraiment être dans le milieu du poker, Mais t'as pas avoir peur, conscience de ce que tu peux faire. t'as pas peur qu'à force de jouer moins, vu que le poker ça va toujours très vite, t'as pas peur d'être un peu largué par les, je sais pas moi, les nouveautés, les nouvelles manières, les nouveaux seeking process justement? Bah après, au niveau des limites que les joueurs jouent et que je coach, c'est de toutes les limites différentes. Donc, je vais me rendre compte ce que fait la population partout, sur les bases, sur la moyenne, sur les hautes, les déviations, pourquoi telle ou telle règle il va faire 2 tiers. Moi, je reste à propos de ce qui se fait dans la théorie. Mais après, je fais aussi la part des choses avec la pratique, qui est pour moi très importante, la différence entre la théorie et la pratique. Et du coup, ma méthode, j'essaie qu'elle soit le plus adaptable en fonction des limites et que tu peux aussi bien l'appliquer en bas qu'en haut, ce qui se passe maintenant. Et du coup, souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va te dire, tiens, moi, je vais te coacher de manière exploitante pour les 10-20 euros. Et puis, dès que tu es accessible aux 50, tout ce que tu as appris pendant 6 mois, hop, tu le mets à la poubelle. Et maintenant, je vais t'apprendre ce qu'il faut faire là-haut. Mais souvent, pour le cerveau humain, tu sais, c'est dur de le plier en deux dans l'image, de lui Bien faire sûr. passer du tout au tout. Donc, moi, je me suis dit plutôt de faire l'inverse. Tu vas pas forcément faire les meilleurs plays par rapport à la limite d'exploitante, entre guillemets, des mecs que tu joues qui sont récréatifs, qui comprennent pas grand-chose, mais qui, par contre, plus tu vas monter de niveau, plus tu vas te sentir à l'aise parce qu'ils vont se rapprocher de ce que tu fais. Sans prétention d'avoir une des méthodes. Il y en a plein de méthodes au poker qui gagnent, mais que sur les boards où il y a une grosse fréquence de c-bet sur ta reine, tu vas miser petit, etc. Enfin, plein de petits trucs comme ça, j'en ai un exemple, mais où que la majorité actuellement du poker font ça en termes de tendance. Voilà. Donc, c'est rester à propos des tendances, mais d'avoir quand même ta créativité, parce que si demain tu suis des tendances, tu as toujours un temps de retard, c'est toi qui l'as créé, c'est toi qui as le temps d'avance. Donc c'est quand même avoir le truc je m'inspire entre guillemets de ce qui peut se faire de mieux, on s'inspire toujours de tout le monde, mais je cherche pas à forcément me dire si tu joues pas, voilà, moi j'ai en expérience d'autres coachs, je peux en citer un qui s'appelle En Vacances. Mhm. Je connais un peu, on a des potes en commun. Lui, pareil, je l'avais déjà contacté pour discuter, etc., ce qu'il faisait en coaching et tout. Et puis lui, moi, je lui avais donné mon avis, comme quoi il y avait des pros qui me disaient, ouais, mais si tu joues pas, je vais te raconter une anecdote, voilà, mais sans citer de nom. Moi, au début, quand j'ai commencé, en septembre 2020, il y a des potes, ils m'ont dit, pro, hein, qui jouaient tous les jours, qui gagnaient des grosses sommes par an, qui m'ont dit, oh, fais pas ça. Tu n'en auras pas assez, ça marchera pas, c'est capé, et tu vas faire progresser les machins. Et dans l'image, c'est comme si aujourd'hui, moi, je vivais de mon edge que j'ai sur toi à la bagarre et qu'un jour, je décide de te relever et de t'entraîner gratuitement à, entre guillemets, me niquer. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Parler vulgairement, pardon. Mais du coup, c'est un peu ça l'image. Donc, en gros, qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu as donné autant de contenu gratuit partout, machin, etc. Ça n'a pas marché. Et c'est les mêmes maintenant qui me disent continue, t'es trop loin, et tatati. Et imagine si. Enfin, tu vois, ça veut dire si je les avais écoutés à l'époque, je ne me serais pas fait confiance, j'aurais jamais pu avoir cette expérience-là. Qu'à l'heure actuelle, je ne peux pas citer de nom, mais je coach même des personnalités publiques, voilà, au Qu'on a en final, commun, des potes qu'on a en commun. je peux rencontrer Il des bluffe gens. pas, messieurs, dames. Il coach vraiment des gens connus Voilà, et je peux rencontrer des qu'on a en gens qui, je commun. me suis dit, mais jamais j'aurais coaché ce mec-là ou ce mec-là ou ce mec-là. Incroyable. Donc, franchement, moi, je prends tout ce qui peut être de bénéfique. Je me mets pas forcément de barrière ou autre en me disant, tiens, je vais atteindre ça ou ça, parce qu'après, plus tu t'attends à des choses, plus tu es déçu quand elles n'arrivent pas. Alors qu'au final, si tu te dis juste, moi, je reste dans ma ligne de conduite, enfin, moi, je vois les choses comme ça. Et si ça marche comme ça, pour l'instant, on continue, on se donne à fond pour que ça marche toujours 2 fois mieux. Et ce qui peut t'arriver de mieux, on verra. Pour l'instant, il ne faut pas le calculer. Voilà, je me suis fait approcher par plusieurs sites de formation ou autres, ou même d'autres chaînes YouTube ou autres. Peu importe, si un jour je décide de le faire, c'est que j'ai envie de le faire, que je partagerai les mêmes valeurs que la personne et que ça ne sera pas que d'un point de vue business. Voilà. Les gens le savent et il y en a plein qui me l'ont dit. Mathieu, avec le nombre de demandes que tu as, si tu voudrais, tu pourrais vendre du coaching à plus de 100 euros de l'heure et ça se vendrait quand même. Comme il y en a plein qui le vendent et tout. Mais voilà, encore une fois, moi, si je voudrais vraiment gagner de l'argent, je ne serais pas venu avec cette méthode-là dès le début. J'en prendrais beaucoup moins. Je serais les gars, écoutez, c'est comme ci, comme ça, comme ça, comme il y en a plein qui font. Moi, je veux que tu joues les 20 euros plus, ou me fais pas chier, en gros. Moi, je dis les gars, Et c'est ensuite, tu plutôt. vendrais cette masterclass à 1000 euros.
Mais du coup, voilà. Donc, pour l'avenir, peut-être, moi, la plus grosse problématique que j'ai, c'est de faire patienter les personnes. Que, en gros, actuellement, toutes les personnes que j'ai en coaching, et je trouve ça assez logique, elles sont prioritaires. Tant qu'elles veulent continuer avec moi et s'engager dans un pack de coaching suivant, je préfère continuer avec elles que de prendre un nouveau que je connais pas ou autre, alors que la personne, je la connais déjà, son niveau aussi, ses objectifs, sa personnalité, tout ça. Donc, tant que je suis complet, si les personnes quittent pas la team, j'en prends pas de nouveau. Donc, j'ai pas un roulement hyper régulier. Donc, les personnes doivent attendre 3, 4, 6 mois. C'est quand même compliqué. Et c'est chiant pour elles, c'est chiant pour moi aussi, d'un point de vue si on perçoit que mon intérêt à moi C'est en qu'en tant plus, qu'entrepreneur. en plus, cette interview, elle va pas t'arranger, parce que il y en a forcément qui vont te découvrir. Donc du coup, ça va se rajouter. Du coup, tu vas m'appeler, tu vas me dire non, mais en fait, ça va pas du tout. Au lieu de 100, j'en ai Je suis resté 250. vraiment dans l'approche pédagogique, c'est ce que je voulais dire, que ce soit sur YouTube ou Twitch, vraiment dans l'intérêt avec le coaching, de ramener vraiment et de montrer un peu ce que je sais faire pour que les personnes puissent me contacter en ayant déjà une idée de ce que je peux leur apporter dans la pédagogie, etc. Aucune personne, c'est pas prétentieux, me contacte en disant Mathieu, je suis pas sûr que le coaching va m'apporter. Parce que ce que je donne en coaching, je le donne aussi en gratuit. Il y a des joueurs, et je l'ai déjà mis sur mes réseaux sociaux en témoignage, qui gagnent des sommes, des Sunday surprises, des 7, 10 000, 20 000 euros, qui n'ont pas pris une heure de coaching avec moi, qui ont juste regardé mes vidéos ou les streams et qui ont su toutes mes ranges en prenant des notes parce que je les raconte à chaque fois, qui en charbonnant de leur côté, ont, en mode autodidacte, appris quelque chose. Mathieu, je suis chef d'entreprise, c'est catastrophique. Par contre, ce truc-là, il faut absolument que je te donne des conseils d'entrepreneur. Voilà, ça ne va pas du tout. D'un point de vue entrepreneur, c'est la problématique que j'ai à l'heure actuelle, mais c'est qu'un point de vue entrepreneur. L'intérêt des joueurs en coaching, c'est que ça reste le plus accessible, que je sois le plus ouvert à tout le monde. J'essaye, sans prétention, d'être le plus proche de ma communauté. Donc, de reverser des heures de coaching. Comme je t'avais raconté en discussion tout à l'heure, j'ai fait un tirage au sort pour Noël où j'ai offert 5 heures de coaching à la personne pour elle ou c'est la personne de son choix si elle voulait l'offrir. J'ai eu plus de 900 participations, ce qui est incroyable. Et voilà, je suis content de redonner. Quand je dépasse un nombre de subs sur Twitch, j'offre du coaching. Les gens, ils le savent que les subs, on n'en a même pas besoin. Moi, j'en ai quasiment 180, ce qui est énorme pour du poker. On n'est pas actif. Et moi, je leur dis, les gars, vous ne subez pas. Vraiment, si vous voulez soutenir, mais j'en ai pas besoin. Enfin, moi, je suis pas ni Twitcher, ni YouTuber, je suis coach de poker. Ce que je peux faire en plus, c'est bonus, mais ne venez pas prendre un sub, sauf si vous pouvez vous le permettre. Parce que déjà, d'être là, je suis jamais là présent, je mets pas de message à 14h en disant les gars, ce soir, je stream pour faire un peu plus de vues, tu vois, comme certains, sans citer de nom, ils vont faire, mais ce que je peux comprendre aussi, parce qu'ils ont intérêt d'être Twitcher pro ou YouTuber pro. Moi, je viens comme un coup de vent, les gens, ils sont là, tant mieux, ils sont pas là, bon, ils verront en VOD ou voilà, sur YouTube. Je me prends pas la tête, quoi. J'essaie de. Voilà, je laisse le truc venir comme ça. Alors, je vous avais promis que c'était intéressant de l'avoir en vidéo. Discours changeant. Bon, Mathieu, on est quasiment à 1 heure. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais merci, c'était passionnant. Merci à toi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Les amis, tous les réseaux sociaux de Mathieu, de la team La Ponte, en dessous de la vidéo, vous connaissez, vous suivez. Vous voulez des heures de coaching, vous faites comme tout le monde, vous attendez 2024. Merci mon ami d'avoir accepté l'invitation, c'était passionnant, c'était hyper intéressant. J'aime beaucoup la mentalité que tu mets là-dedans, je te souhaite plein de réussite, mais j'ai envie de dire, c'est tout droit, comme disait... Merci beaucoup, on ne sera pas sans se faire un prochain épisode peut-être un jour. Ou, si les gens ils aiment. Je peux te dire qu'on se fera d'autres épisodes, ça c'est on aurait pu se dire encore un million de choses, mais voilà, c'est ça. Un jour on se fera une spéciale football. Un jour, on se fera une spéciale football aussi. Merci à tous de nous avoir suivis, les amis. On se retrouve très vite dans le carré. Ciao, ciao, ciao.